Vous faites bien de nous regarder, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission qui touche les questions liées à l'environnement. Nous sommes ici dans les beaux cadres du jardin botanique de Lubumbashi où nous enregistrons ces numéros. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons de la pêche durable en faveur des communautés vivant tout autour du lac Upemba. Nous sommes dans le complexe Kundelungu Upemba. Eh bien, pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Michael Batakunda. Il est coordonnateur du projet au complexe Upemba Kundelungu et chef du projet du lac Upemba. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Mais après lui viendra le coordonnateur de Green World Solidarity, une ONG basée à Lubumbashi, qui viendra aussi témoigner des actions menées par l'ICSN au niveau de la province du Grand Katanga. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission. Comme je l'annonçais, mesdames et messieurs, nous recevons monsieur Michael Batakunda, c'est lui que nous recevons dans cette émission. Sans plus tarder, je dis bonjour à mon invité, monsieur Michael, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très ravis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, ici, nous voulons que vous nous présentiez d'abord le complexe Upemba Kundelungu avant de parler du projet lié au lac Upemba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre première question. Les auditeurs ou bien les téléspectateurs doivent comprendre que le complexe Upemba Kundelungu est une aire protégée de la République qui a été mise en place depuis il y a 3 ans, c'est-à-dire en 2017. Et il regroupe 2 grands parcs nationaux de la République. Il s'agit du parc national de l'Upemba et parc national de Kundelungu, y compris aussi leurs zones annexes. Donc nous avons la zone annexe du Kundelungu, la zone annexe du parc national de Upemba, ainsi que plus ou moins 4 domaines de chasse et réserves de chasse. Ce qui fait qu'il a plu à l'autorité de gestion au niveau de la République, c'est-à-dire les directeurs généraux de l'ICSN, de mettre en place un complexe qui signifie tout simplement que les aires protégées sont contiguës et que la faune, elle ne connaît pas en effet ces différents zonages qui existent entre différentes aires protégées. C'est pourquoi est-ce qu'on utilise même les concepts complexes. Alors, cette complexité, cette diversité biologique qui vit en contigu malgré les différentes aires protégées, créées différemment ou à des époques différentes, fait en sorte qu'on puisse parler de ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui complexe, Upemba Kundelungu. C'est ça en effet ce que je peux dire par rapport à cela. Merci pour cette belle introduction parce que nous parlons de la pêche au lac Upemba. Ici, je voudrais à ce que vous puissiez justifier le contexte de la pêche au lac Upemba et les différentes réalisations que vous avez déjà menées dans ce parc. Merci beaucoup. La pêche, qui est un grand projet, un grand programme que le parc national de Upemba est en train de réaliser pour une durée de 3 ans, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne ainsi que de l'Union internationale pour la conservation de la nature, comité de Pays-Bas et Forgotten Pax, qui sont en train d'appuyer techniquement et financièrement l'ICSN, Parc national d'Upemba, à pouvoir réaliser ces projets au niveau du lac Upemba. La pêche est entendue en effet comme une activité de subsistance en faveur des communautés locales qui vivent autour et dans le parc national de l'Upemba. Nous sommes au beau milieu du parc, vers la province du Haut-Lomami, où se trouve le lac d'où provient le nom même qui débaptise le parc national. Donc, le parc national de Upemba tire le nom dans ce coin, dans la chefferie de Butumba, précisément dans le groupement Upemba, où se trouve un lac emblématique qu'on appelle le lac Upemba. Le lac Upemba aujourd'hui, c'est un lac qui vient d'être décrit comme parmi l'un des lacs aussi les plus poissonnés, mais malheureusement que les gens ne connaissent pas, parce qu'on a identifié plus de 180 espèces de poissons. Il y a plus de 100 000 habitants qui vivent autour d'une diversité de lacs
qui sont intimement liés. Donc, à part le lac Upemba, il existe aussi plus de 90 lacs qui sont en chaîne dans la dépression des Kamalondo, qui fait en sorte que ce lac soit l'un des lacs les plus poissonneux. Et aujourd'hui, si le parc s'est engagé à pouvoir soutenir la pêche, c'est parce que la pêche elle est pratiquée depuis longtemps d'abord par les aïeux, les aïeux des habitants de ces groupements Upemba et Musanza depuis des années et des années. À la création du parc en 1939, il a été entendu que la pêche reste une activité praticable au sein de l'aire protégée. Tandis que les communautés perdaient, en créant le parc, ils perdaient directement le droit à la chasse ainsi que le droit à l'agriculture. C'est-à-dire que ça, c'est un droit appartenant aux communautés. Mais il s'avère que depuis tout ce temps, la pêche n'a été pratiquée d'une manière artisanale avec des méthodes archaïques. Maintenant, le parc est en train d'envisager, avec la contribution des chercheurs scientifiques de l'université de Lubumbashi ainsi que d'autres universités locales comme l'université de Kamina, on a fait des études pour chercher à savoir est-ce que la pêche peut être rentable, peut être économiquement rentable pour ceux-là qui la pratiquent comme une activité de subsistance. Voilà pourquoi le parc s'est investi donc à pouvoir amener des réflexions auprès des communautés locales pour leur démontrer qu'il est très important qu'on puisse travailler pour le progrès de la pêche. Et aujourd'hui, le parc intervient avec différentes méthodes. Premièrement, il y a d'abord la recherche scientifique pour chercher à découvrir, pour chercher à décrire quels sont les problèmes qui gangrènent la chaîne de valeur du poisson, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Et là, le parc a noué de très bonnes relations avec l'université de Lubumbashi à travers la cellule de recherche sur les poissons, et on est en train de produire de très bons résultats. Ces résultats-là, entre autres, c'est ceux qui démontrent que le lac est parmi les lacs les plus poissonnés avec une diversité halieutique impressionnante. Plus de 180 espèces de poissons, dont la moitié, c'est des espèces qui sont économiquement rentables. Nous allons au niveau de l'évaluation même de la valeur écosystémique de tout ce qu'on a comme paysage, tout ce qu'on a comme diversité biologique. C'est que nous nous retrouvons dans une zone qui est pratiquement comme une zone de ce qu'on a découvert en Équateur, c'est les tourbières. Nous sommes presque dans la zone des tourbières où les lacs et leurs zones permettent à ce qu'il y ait séquestration du carbone, plus 2 fois, 3 fois, 4 fois plus haut que même la forêt. Et en troisième lieu, les réalisations que nous sommes en train de faire aussi, c'est d'initier maintenant les communautés à faire une pêche durable, en abandonnant les mauvaises pratiques de pêche, c'est-à-dire les mauvaises méthodes de pêche, pour emprunter les bonnes et les techniques de pêche durable. C'est-à-dire il y a à peu près 20 ans qu'on a connu une sorte de dégradation de la façon dont on est en train d'utiliser les ressources. C'est qu'on a quitté la pêche avec les filets normaux et on est allé jusqu'à utiliser les filets moustiquaires. Et ces filets moustiquaires ont eu des conséquences écologiques, biologiques et économiques assez importantes. Parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez au lac, des fois il est difficile de trouver des poissons qui pèsent plusieurs kilos. Alors que nous avons des espèces comme les capitaines et d'autres qui peuvent atteindre des poids immenses pour permettre à ce que les pêcheurs puissent les vendre convenablement. Mais aujourd'hui c'est difficile parce que ces poissons-là, non seulement ils sont pêchés au bas âge, c'est-à-dire lorsqu'il y a encore des alevins, mais aussi les techniques utilisées permettent à ce que ces poissons-là ne puissent pas grandir convenablement. Alors, ces statu quo, nous l'avons rencontré il y a 2 ans. Aujourd'hui, avec la sensibilisation, avec l'appui aux pêcheurs en termes d'intrants, c'est-à-dire les filets, les hameçons, vous comprenez un peu,
ainsi que l'apprentissage à la fabrication des bonnes pirogues. Cela est en train de diminuer. On est en train de connaître une transition depuis des ans. De plus en plus, les pêcheurs comprennent qu'il faut abandonner l'utilisation des filets moustiquaires et des filets à taille à maille réduite pour aller vers les filets répondant aux normes, c'est-à-dire les filets de 4 cm et plus. Cela leur permettra d'augmenter le potentiel du lac parce qu'on ne capturera plus les petits poissons, bien plus on va capturer les poissons de grande taille, on va laisser les petits poissons la chance de pouvoir grandir et atteindre une certaine maturité pour être aussi capturés. C'est comme ça que nous sommes en train d'aider les communautés à comprendre que nous devons effectuer cette transition. Le parc le fait pas parce que le parc a des intérêts économiques à gagner dedans, non. Nous sommes en face des communautés pauvres et qui ont besoin en effet de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et l'unique interlocuteur en cette matière, présentement là, c'est le parc. Et le parc ne croise pas les bras, il est en train d'inventer des solutions avec ces communautés-là, en les sensibilisant, en les rendant responsables de ces changements-là. C'est ce qu'on est en train de faire. En quatrième lieu, avec la collaboration des autorités provinciales, plus particulièrement du gouverneur de province, ainsi que de son ministre de l'Environnement, bien aussi de celui de l'agriculture, pêche et élevage, on est en train de commencer à faire respecter la fermeture, qui est une mesure aussi de gestion en termes d'amélioration de la productivité du lac. C'est que la pêche est autorisée pour 9 mois de l'année. Et pendant les 3 autres mois, c'est-à-dire de mars à novembre, la pêche elle est ouverte, mais de décembre jusqu'à février de l'année N+1, chaque fois la pêche est fermée. C'est en effet pour permettre à ce que les petits poissons qui venaient d'être mis bas puissent grandir et permettre à ce qu'ils puissent aussi se multiplier, les poissons aussi puissent se multiplier pendant cette période-là. Et l'autorité, généralement, elle prend une décision, c'est-à-dire à travers son arrêté provincial, il décide de fermer tous les plans d'eau. Il n'y a pas que les eaux qui sont dans les parcs nationaux, mais il y a d'autres eaux qui sont en dehors des parcs nationaux. Et là, nous parlons d'autres lacs qui ne sont pas dans les parcs. Et donc, étant donné que nous sommes en partenariat avec le gouvernement provincial, non seulement il y a l'arrêté du gouverneur de province, mais aussi il y a aussi une décision du directeur chef de site du parc national de Upemba qui interdit les activités de pêche. A priori, quand cela arrive, la communauté sent qu'elle est menacée parce qu'on lui interdit de pouvoir trouver à manger, de pouvoir trouver une ressource qui peut échanger contre de l'argent à travers le commerce du poisson. Et ça crée une frustration, bien sûr, avec les communautés. Mais de plus en plus, avec la sensibilisation, avec des réunions, de mobilisation, les pêcheurs commencent à comprendre de plus en plus que nous le faisons, l'autorité le fait pour leur bien. Parce qu'à la rouverture, c'est que les gens vont constater qu'il y aura beaucoup plus de poissons. Ces poissons aussi qui ont atteint une certaine maturité d'être capturés. Et ce n'est pas le parc qui va en tirer bénéfice, ce sont les pêcheurs. Les pêcheurs qui sont évalués à plus de 50 000 dans et autour du lac Upemba. Sans parler d'autres lacs qui sont de l'autre côté. Et donc, voici que nous sommes en train d'amener les gens à comprendre que la pêche, c'est une activité aussi rentable que les autres activités économiques au niveau de la province. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez donné des éléments très importants. Et on peut arriver à dire que le lac Upemba contribue au vécu quotidien de la population riveraine qui est tout autour du complexe Upemba Kundelungu. Effectivement, monsieur le journaliste, le parc est en train d'intervenir pour améliorer le bien-être de sa population, du parc. Et donc, ça devient comme une solution face à
à une démographie galopante qui, aujourd'hui, si on n'apporte pas des solutions durables, dans 10-20 ans, nous risquons de nous retrouver avec une pression incommensurable, incontenable, parce que nous n'aurons pas adressé des questions que nous aurions dû adresser il y a de cela des années. Et donc, c'est des décisions courageuses, c'est des décisions grandes que nous sommes en train de prendre, bien sûr avec la contribution de partenaires techniques et financiers ici comme l'Union européenne, qui ont compris que pour protéger à long terme le complexe Upemba Kundelungu, il faut parvenir à valoriser les potentialités halieutiques qui se trouvent dans les eaux faisant partie intégrante des aires protégées. Et là, nous parlons du lac Upemba spécifiquement comme un projet pilote. Dans les prochaines phases de financement, la direction du site est en train de réfléchir comment étendre même ces interventions pour qu'elles soient bénéfiques à d'autres populations qui vivent dans et autour des autres lacs. Et là, on parle par exemple des lacs Kabwe, des lacs Kabamba, des lacs Kazele, on prend par exemple des lacs Kisale, qui sont des lacs aussi aux mêmes potentialités, mais malheureusement, là où il n'y a pas d'intervention efficace pour redynamiser la pêche, pour relancer la pêche. Ici, donc, la pêche doit être prise comme une activité économique au même pied d'égalité comme les autres activités, que ce soit par exemple les transports, que ce soit l'exploitation minière, que ce soit le commerce. Et donc, dans quelques années, la pêche va commencer aussi à générer des recettes qui vont figurer dans les produits intérieurs bruts de la province. Et donc ici, on est en train de sensibiliser à la fois aussi l'autorité à pouvoir comprendre qu'elle doit accorder la même attention à ces secteurs de la pêche comme elle accorde l'attention à d'autres secteurs pour mobiliser les recettes. Et donc on ne peut pas aussi mobiliser les recettes si on ne relance pas, si on ne redynamise pas. Et voilà, maintenant l'ICCN donne cet élan. L'ICCN donne ces coups de démarrage pour que les autres secteurs, les autres acteurs qui interviennent sans beaucoup plus étoffer leur stratégie, puissent comprendre qu'il y a un objectif. Et le parc va être celui qui adresse cet objectif, que les autres aussi puissent s'aligner dans cette dynamique. Là, nous serons en train non seulement de pouvoir améliorer les conditions de vie des communautés, mais aussi nous serons en train de protéger à long terme le parc. Voilà un peu, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, si vous nous captez diffusion en cours, nous vous rappelons que nous recevons monsieur Michael Bakunda. Il est coordonnateur du projet au complexe Upemba Kundelungu et chef du projet Lac Upemba. Nous parlons de la pêche durable en faveur des communautés vivant tout autour du complexe Upemba Kundelungu. Et d'ici là, nous allons chuter avec monsieur Michael et nous allons recevoir M. Omer Kabasele, mais avant de le recevoir, il y a quelques questions. M. Michael, nous voulons savoir comment les populations tout autour du parc participent-elles au projet Upemba Kundelungu. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Comme vous voyez là, il est même dit en termes de développement que ce que vous faites sans moi, pour moi, et quelque part contre moi. On ne voulait pas tomber dans ces pièges-là. Donc déjà à la conception du projet, les communautés riveraines, c'est-à-dire les pêcheurs, ont été impliqués dans l'analyse à problème. Donc il y a des analyses qui ont été faites avant le lancement du projet et les communautés locales ont été impliquées. Dans la phase de la planification des différentes interventions, les communautés ont suggéré des solutions qui ont été prises en compte lors même de l'élaboration du programme. À la phase de l'exécution, aujourd'hui donc, nous sommes en train de travailler avec ces mêmes communautés, c'est-à-dire les pêcheurs. Non seulement on ne s'est pas limité au niveau des pêcheurs, il y a aussi l'intervention de la chefferie de Boutumba. Ici donc je salue le grand chef Kabengele avec ses interventions. Je vous signale d'ailleurs qu'il a lancé une patrouille mixte à laquelle prennent part les écogardes, les associations de pêcheurs et autour de secteurs comme Missa et Mitala pour en fait aller dégager tous les campements de pêche qui constituent en fait des
des menaces dans des zones de frayère où les poissons normalement sont en train de se reproduire pour le moment. On ne s'est pas limité aussi par là, on est allé même au niveau de la province, c'est-à-dire il y a les gouverneurs de province ainsi que ces ministres sectoriels qui ont été aussi sensibilisés et qui interviennent dans cette question-là et nous appuient stratégiquement pour la mise en œuvre de ce projet. Au niveau local, avec les pêcheurs, ils ont été regroupés en différentes associations, chose qui n'existait pas il y a de cela 2 ans. C'est que les pêcheurs n'avaient aucune voix. Ils n'étaient pas reconnus en tant que tels. Les statuts de pêcheur lui-même n'existaient pas. Parce que tu ne peux pas dire que quelqu'un est pêcheur alors que l'État ou la loi ne le reconnaît pas. Alors l'ICCN a fait ce qu'on appelle l'aide légale à la structuration associative. On est allé auprès des pêcheurs, ils ont été sensibilisés à pouvoir se regrouper. Et par eux-mêmes, ils se sont mis ensemble, ils ont conçu des statuts et nous, on les a accompagnés jusqu'à Kamina pour aller légaliser ces statuts-là. Et désormais, aujourd'hui, il y a 5 structures de base des pêcheurs, entièrement gérées par les pêcheurs, qui ont vu les jours et qui commencent à traiter des questions relatives à la gestion du parc. Ils prennent part eux-mêmes dans la fermeture en interdisant leurs compatriotes à ne pas aller au lac pendant que l'autorité a interdit la pêche dans cette durée de fermeture. Et de cette façon-là, nous nous sentons contents et heureux de voir que la communauté elle est réceptive des différentes approches que le parc est en train de mettre en place. Bientôt, c'est-à-dire dans les phases suivantes, nous allons même travailler avec les femmes vendeuses de poissons qu'on appelle les marailleuses. Ces marailleuses-là, ayant des difficultés, par exemple, de trouver un petit capital pour pouvoir lancer sa propre activité de commercialisation de poissons, elles vont suivre une formation à renforcement des capacités et aussi en groupement solidaire. Elles vont commencer à recevoir des petits crédits et ces petits crédits leur aideront à pouvoir faire la transaction de poissons. Au niveau des pêcheurs eux-mêmes, ils vont recevoir les intrants de pêche, c'est-à-dire les filets, les hameçons. On va donc faire une deuxième campagne. Cette campagne va permettre à ce qu'on puisse quitter des 100 pêcheurs bénéficiant aujourd'hui des appuis pour aller à 150. Et quand on encadre 100 à 150 pêcheurs, vous multipliez par 5 le nombre de la composition de la taille d'un ménage. Nous serons déjà au niveau de 300 à 400 personnes qui seront en train de bénéficier des appuis directs, sans parler de la masse monétaire qu'on sera en train d'injecter bientôt avec le lancement de ce qu'on appelle les comptoirs d'achat de poissons. C'est que les pêcheurs vont trouver un interlocuteur valable, solvable, qui va commencer à acheter leurs poissons, pas forfaitairement comme c'est le cas avec d'autres transacteurs, mais en payant le kilo de poisson. Et en payant les poissons au kilo, c'est que nous serons en train de payer le réel coût du poisson. Et les pêcheurs qui passent son temps, sa vie, à chercher le poisson pour nourrir sa famille, ainsi que pour construire le pays, il va commencer à le faire convenablement parce que son travail sera rémunéré convenablement. Et plus tard, l'autorité envisagera même que ces pêcheurs-là puissent commencer à payer un impôt. Et nous savons tous le rôle de l'impôt dans ces pays. C'est l'impôt qui construit les routes. C'est l'impôt qui paye les salaires des agents de l'État. C'est l'impôt qui paye les militaires et tout ce qu'on fait avec la santé et tout. Et donc la pêche va aussi commencer à tourner comme une activité rentable. Nous lançons donc un appel à tous les acteurs qui sont impliqués dans la pêche à pouvoir nous épauler. Donc nous, l'ICCN, on ne peut pas avoir des réponses à toutes les questions relatives à la relance de la pêche. Nous avons besoin de la contribution de tout un chacun, à commencer par les pêcheurs eux-mêmes, plus loin en recourant auprès même des opérateurs économiques qui seraient intéressés à pouvoir investir. Et là même, nous sommes en train de voir comment discuter avec l'autorité provinciale, faire en sorte que la zone soit aussi ouverte ou bien déclarée comme une zone économique spéciale, en accordant des avantages de création de petites entreprises dans la pêche, dans cette zone. On serait en train aussi de créer une émulation économique, de sorte qu'il y ait des investissements, qu'on attire de plus en plus des investissements dans la pêche. Le parc va rester au milieu pour dicter les normes écologiques en matière de pêche et les faire même observer. Mais l'environnement économique, on voudrait le créer pour favoriser que cela puisse créer des richesses et des emplois pour les communautés locales. Merci. Nous disons sincèrement merci à M. Michael qui a accepté
notre invitation et surtout qui a été à la hauteur de ses réponses. Eh bien, comme je l'annonçais, nous allons recevoir un acteur de la société civile. Lui, il est homme de terrain. Il a une réalité sur l'ensemble du pays, particulièrement du Haut-Katanga. Nous allons le recevoir ici. Il va aussi témoigner de tout ce qui se passe dans le complexe Upemba Kundelungu. Il s'agit de M. Omer Kabasele Kabongo. Il est coordonnateur national de Green World Solidarity, une ONG basée à Lubumbashi. Nous le recevons aussi pour témoigner. M. Omer Kabasele, bonjour. Bonjour, cher Demester. Nous venions de nous entretenir longuement avec M. Michael. Eh bien, vous êtes là en tant que société civile, Green World Solidarity. Quel est l'intérêt de l'ONG Green World Solidarity dans les actions menées par l'ICSN dans le complexe Upemba Kundelungu? Merci bien, cher Demester, pour la question. Il faut d'abord rappeler que Green World Solidarity, c'est un partenaire traditionnel de l'ICSN. Nous sommes une structure nationale. Et nous accompagnons l'ICSN dans plusieurs projets sur différents sites. Et la communauté également, nous l'accompagnons, les communautés locales, les peuples autochtones pygmées qui vivent tout autour des aires protégées, constituent pour nous la préoccupation principale dans ce cadre. Alors s'il faut aller dans le cadre du projet, dans le complexe, ce qu'il faut dire sur ce projet, sur les lacs Upemba, il faut dire que nous avons un intérêt tout à fait particulier en tant que société civile, en tant qu'ONG environnementale. Eh bien, notre intérêt, c'est d'abord d'appuyer toute initiative allant dans le sens de la durabilité de l'exploitation des ressources naturelles. Et ici, nous avons une biodiversité que nous devons protéger. Il faut le dire que ce lac a connu un problème très sérieux et ce problème touchait directement la disparition de certaines espèces. Il y a même des espèces qui autrefois étaient disparues dans ce lac qu'on commence à retrouver. Donc l'ONG Green World Solidarity, nous sommes là pour appuyer toute action allant dans le sens de la durabilité de l'exploitation des ressources naturelles. Et ici, nous parlons des ressources du lac Upemba et celles qu'on s'est trouvées tout autour de ce lac. Alors, il faut dire également que nous sommes aussi là pour amener les communautés riveraines à s'approprier de ce projet. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une exploitation durable, on ne peut pas parler d'une conservation communautaire sans l'implication directe des communautés qui sont les premières bénéficiaires. On ne peut pas non plus réussir un projet de conservation sans en même temps lutter contre la pauvreté. Et l'une des meilleures manières de le faire, c'est d'appuyer les actions que l'ICSN est en train de poser avec ses partenaires pour amener les communautés à valoriser les ressources qu'elles peuvent trouver dans ce lac Upemba. Donc la durabilité de la gestion, la protection de la biodiversité que nous avons dans ce lac et dans la périphérie nous attire. Nous devons aussi amener les communautés à s'approprier de ce projet. Non seulement ça, vous savez, la société civile est toujours connue comme un conglomérat d'acteurs qui ne sont là que pour décourager, pour dénoncer. Non, Green World Solidarity a aussi pour mission de voir ce qu'il y a comme point fort de ce projet et le relayer au niveau national et international. Nous allons dire, voilà ce que nous avons trouvé dans le cadre de ce projet, voilà ce qui est fait, voilà. Donc, on sera là comme interlocuteur de ces communautés pour témoigner les bienfaits de ce projet au niveau local, provincial, national et international. Ça, c'est aussi notre rôle. Sensibiliser ces communautés à pouvoir comprendre qu'on ne peut pas aller au-delà des dispositions qui sont prises en leur faveur. Ça, c'est aussi un aspect qui est important. Et je vais aussi dire qu'on est aussi là comme un œil de tout conservateur de la planète. C'est-à-dire, si nous constatons que les autorités ou que les parties prenantes de manière globale de ce projet ne respectent plus la réglementation qu'on est en train de promouvoir, nous serons là pour alerter. On va dire non, attention ICSN, là on devrait faire comme ceci et non comme cela. On va voir les autorités politico-administratives pour dire non, voilà votre rôle
par rapport à ceci pour que ça réussisse. Voilà, vous avez failli en ceci et ensemble, on peut travailler comme cela. Et les communautés, en tant que partie prenante, nous irons aussi vers elles pour en fait chercher cette synergie pour propulser ce projet qui en fait vise, selon nous, Greenhold, la valorisation des ressources naturelles du lac de Lupemba. Il y a également la protection de la biodiversité que nous trouvons dans cet écosystème. Il y a aussi, en même temps, la lutte contre la pauvreté en valorisant les ressources du lac. Ok, merci beaucoup, Monsieur Omer, pour ces messages importants. Mais ici, nous voudrons savoir quel est le dernier message que vous allez adresser, que ce soit aux autorités, mais aussi aux communautés riveraines, mais aussi dans quelle manière l'ONG va accompagner l'ICSN. Oui, ici, il faut dire que nous sommes en train d'organiser notre coordination provinciale dans les Olomami parce que Greenhold Solidarity, c'est une ONG qui est nationale et nous allons d'un moment à l'autre finaliser avec l'implantation de notre coordination provinciale dans les Olomami. On sera donc sur le terrain, on sera avec l'ICSN, on sera avec ses partenaires, on sera au milieu des communautés locales et ensemble, nous allons agir au-delà de tout ce que nous venions de dire. Il y a aussi des activités alternatives que nous pourrons aussi mener avec les communautés pour couvrir la période de la fermeture. Parce que pendant cette période, si les communautés n'ont pas d'autres activités, eh bien, ça pose un problème. Donc on va aussi sur terrain développer, en collaboration avec les communautés, les autorités et l'ICSN, quelques activités alternatives pour occuper les communautés pendant cette période et encourager de la sorte les avantages liés à la fermeture. Donc la grande information que je peux vous donner, c'est que la coordination est en train de s'organiser au niveau provincial. Donc vous aurez Greenhold Solidarity Olomami, c'est pour quelques jours, mais entre-temps, les activités évoluent, la communication évolue, le terrain se fera comme prévu à travers nous, comme à travers nos répondants qui seront dans les Olomami. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous disons sincèrement merci à monsieur Michael, qui a été notre premier invité et l'invité principal. Nous disons également merci à M. Omer Kabasele, coordonnateur de l'ONG Green World Solidarity, qui est venu en appui de ce que M. Michael a dit par rapport au projet complexe Upemba Kundelungu. Nous disons merci à Sylvain Moutambaï qui nous a filmé. Nous disons sincèrement merci aussi à M. Claudel Tibangou qui nous a réalisé et à toute l'équipe. Nous vous disons merci et à la prochaine.